Richard Millet n'est pas mort, il a pourtant été médiatiquement assassiné en 2012. Jusque-là, on le voyait encore un peu sur les plateaux de télévision, de moins en moins fréquemment, il est vrai. Depuis, plus rien. Du noir sur fond noir. Bref, on l'a débranché d'un clic ou d'un quick, comme la guillotine. De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, disait l'écrivain britannique Thomas de Quincey. Si encore c'était vrai, mais les assassinats politiques ne sont jamais beaux. Ils sont l'œuvre de sectionnaires hargneux et de tricoteuses effrontées. La vôtre de tricoteuse s'appelle Annie Ernaux, Harpie Ernaux, transfuge de classe, qui joue à Cosette dans les salons de la Mélenchonie et qui vous a, il y a un peu plus de 10 ans, cloué au pilori avec la bénédiction du monde médiatique et du monde littéraire. Au fond, cher Richard Millet, c'est un lieu commun qui vous a tué. Un lieu commun qui a reçu en 2022 le prix Nobel de littérature, je veux parler d'Ernie ou d'Annie Ernaux. Et si j'évoque les lieux communs, c'est que vous venez de leur consacrer votre dernier livre, Nouveau lieu commun, exégèse, exorcisme, aux éditions de la Nouvelle Librairie où nous sommes. Après Flaubert et son dictionnaire des idées reçues, ou des idées chics, peu importe. Après Léon Bloy et son exégèse des lieux communs, après Jacques Ellul, après Philippe Muret, vous vous aventurez à votre tour dans cet énorme trou noir qui dépasse la seule bêtise, fût-elle pourvue d'une majuscule, pour l'élever au rang de type, on ose dire d'idéal, sinon même d'anti-idéal. Il faut dire qu'une mise à jour s'imposait. La voici donc sous la forme de 300 nouveaux lieux communs, 300 tartes à la crème, servies par un cuisinier d'exception. Elle se dévore d'un coup, sans reprendre son souffle, dans un état de frénésie, de nervosité, d'euphorie, comme porté par la sainte colère qui anime l'auteur de bout en bout de son livre. Richard Millet, bonjour. Bonjour. Alors nous vous recevons dans la Nouvelle Librairie pour ce nouveau livre, et je trouve que c'est un livre qui vous manquait, qui manquait à votre bibliographie. Étreindre la bêtise avec un B majuscule, étreindre le conformisme, comment l'appeler d'ailleurs, bêtise, conformisme, on va y revenir. Comment donc étreindre ces lieux communs comme totalité, comment en dresser la phénoménologie pour en accoucher l'ontologie. Pour cela, il ne fallait pas écrire un essai, mais un inventaire me semble-t-il, et il fallait que cet inventaire soit incendiaire comme Léon Bloy, un de vos modèles devant le bazar de la charité en feu, il y a plus d'un siècle de cela. D'ailleurs, comment peut-on réunir ces deux mots, bazar et charité? Quels sont les points communs entre ce 19e siècle qui vous est cher, et cet auteur en particulier, Léon Bloy, et vous aujourd'hui? On peut dire qu'il y a une permanence de la bêtise. La bêtise se métamorphose et donc il était urgent de dresser un peu l'état de ce qu'elle suscite et ce qu'elle produit aujourd'hui. Bon, Léon Bloy, je ne vais pas me comparer à lui, c'est écrasant par certains côtés, mais par d'autres, c'est un frère, donc après tout, pourquoi pas. Il a déblayé beaucoup des porcheries, comme vous le savez. Les porcheries d'aujourd'hui, les écuries d'Augias sont très très encombrées, et elles sont très encombrées par des gens qui sont au côté très parfumés. C'est ça, au fond, qui caractérise notre époque. C'est-à-dire que le port du 19e siècle, c'est-à-dire que ce que Bloy appelait le bourgeois, est devenu le petit bourgeois planétaire aujourd'hui. Donc c'est même d'une certaine façon pire, parce qu'il est partout et il se drape dans une vertu parfumée qui est quand même abjecte. Donc, comme disait Jouandeau, qui a écrit un traité Marcel Jouandeau de l'abjection, allons au cœur de l'abjection. Et l'abjection, aujourd'hui, elle est redoutable parce qu'elle n'a pas l'air de ce qu'elle est. Vous voyez, les lieux communs, si vous les lisez comme ça, quelques-uns, ils n'ont l'air de rien. Club très fermé, par exemple. Ça vous a plu? Vous voyez, l'été indien, oui, tout ça, c'est très gentil. Enfin, on est dans un monde presque de bisounours et de gentes dames. En réalité, derrière tout ça se cache une machine terrifiante à décerveler, à subvertir et à remplacer et à révolutionner ce qui n'a pas lieu d'être. Ouais. Alors, le lieu commun comme politique, le lieu commun comme idéologie, le lieu commun comme slogan. Le lieu commun est politique. Aujourd'hui, il est politique. Ouais. Mais la différence, alors il y a d'autres grands devanciers, on évoquait Léon Bloy, mais le maître, si je puis dire, en tout cas ès-lettres, c'est Flaubert et son dictionnaire des idées reçues que j'évoquais en introduction. Flaubert, regardez bien ce qu'il dit. Par exemple, Madame Bovary, livre Mœurs de province, c'est le sous-titre. Condamnation,
par le tribunal du Second Empire, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des scènes de cul dans... Non, non, pas du tout. Parce que c'est un livre d'une férocité, d'une ironie envers la bourgeoisie de son époque. Regardez, le personnage le plus ridicule aujourd'hui et le plus emblématique de Madame Bovary, c'est finalement pas tout à fait Madame Bovary. C'est son mari, c'est le pharmacien. C'est le pharmacien Monsieur homé, progressiste, vous voyez, qui vient de recevoir la Légion d'honneur. C'est la dernière phrase de Madame Bovary. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est gouverné par les homés. En France, tout le monde, dans l'édition par exemple, ce sont des Homais avec des Bovary. Au fond, Madame Bovary a épousé Homais aujourd'hui. C'est ça qui est fabuleux. Donc il s'agit d'aller voir qu'est-ce que c'est que ce mariage, avant les divorces, avant les transformations sexuelles, avant tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ce mariage? Il est là-dedans, c'est dans les lieux communs. Alors Madame Bovary, c'est Annie Ernaux, par exemple. Non, c'est faire trop d'honneur à Annie Ernaux. Non, Madame Bovary, un côté tragique, c'est mieux qu'Annie Ernaux. Elle finit mal, tandis qu'elle finit bien Annie Ernaux, puisqu'elle finit par obtenir le Nobel. C'est vrai, elle a obtenu le Nobel. Une petite objection néanmoins, Richard Millet, c'est que la bêtise au XIXe siècle, elle a un B majuscule, elle est triomphante, c'est l'avènement du bourgeois avec toujours la majuscule, évidemment Baudelaire, Flaubert, que nous évoquions, Blois, mais quantité d'autres. Reste néanmoins, je trouve, à un siècle de distance, sinon même un peu plus, 150 ans de distance, elle reste quand même un petit peu sympathique. En tout cas, elle est drôle, en tout cas, elle prête à sourire, en tout cas, elle a des ridicules, au sens où M. Jourdain chez Molière avait des ridicules qui nous font rire, et qui nous font toujours rire. Ils se sont estompés, ces ridicules. Elle est beaucoup moins drôle, désormais, cette néo-bourgeoisie. C'est pas drôle du tout, même, parce que aujourd'hui, l'ironie est une chose qu'on ne comprend plus. La judiciarisation du discours médiatique, même littéraire, est permanente. La 17e chambre est au bout du couloir, chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Donc, ne vous aventurez pas trop à critiquer ouvertement X, Y, Z. Vous voyez très bien ce qui peut se passer. Donc, au fond, la bêtise aujourd'hui est vertueuse. Et c'est en cela qu'elle est beaucoup plus redoutable. Et est-ce qu'on peut préciser, donner une définition de ce terme lieu commun? Qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de lieu commun? Est-ce que c'est le poncif? Est-ce que c'est encore autre chose? C'est le poncif, mais c'est un poncif qui est devenu un automatisme langagier dont on ne se rend plus compte en l'utilisant. Et comme, contrairement à l'époque de Flaubert, de Blois, la presse est devenue triomphale et triomphante, et les médias et les réseaux sociaux le sont encore plus, on a affaire à des choses qui sont beaucoup plus rapides. Donc l'ennemi est métamorphique, partout, changeant, inattendu. Donc ces lieux communs sont partout, ubiquitaires si j'ose dire. Et donc il faut faire attention. On est en faute dans une guerre, non pas de position, mais d'une guerre à l'arme légère. Et je connais bien ça, puisque... Bon, Liban. Et donc, c'est une guerre extrêmement difficile. Ça a l'air très sympathique. On peut très bien, comment dirais-je, faire une soirée comme ça sur les lieux communs, rigoler en lisant quelques extraits. Et, vous voyez, un peu comme il y a 40 ans, on lisait Les Frustrés de Claire Bretéché dans le Nouvel Observateur. C'était très féroce aussi, mais c'était entre soi. C'est-à-dire c'est des gens de gauche qui se moquaient des gens de gauche. Là, c'est tout à fait différent. Nous sommes peu à nous intéresser aux lieux communs, du moins à cette lecture des lieux communs, cette lecture politique. Et donc, si vous voulez, si on oublie que le lieu commun, ce n'est pas seulement un petit truc amusant dans le langage, mais c'est un effet de langage qui, comment dirais-je, a une valeur politique, idéologique, là, c'est une autre paire de manches. Ce qui n'est pas le cas, alors c'est le cas, on évoquait Monsieur Homais, le pharmacien de Madame Bovary, on pourrait parler de Bouvard et Pécuchet, encore que dans Bouvard et Pécuchet, il y a une dimension grotesque. Oui. Mais chez Flaubert, moi je reviens au dictionnaire des idées reçues ou des idées chics, peu importe, la portée politique est assez dérisoire. Il ne fait que relever des tics de langage, pour ainsi dire. Oui, mais moi aussi je relève des tics. Pas seulement. Vous cherchez derrière le tic de langage le message politique. Flaubert cherchait ça aussi, mais à l'époque, disons que c'était moins... c'était compliqué pour Flaubert, si vous voulez, parce qu'il était quand même l'ami de la princesse Mathilde. Vous voyez, donc il était plus ou moins dans la cour, la commune lui faisait horreur. Enfin bon...
Mais disons, simplement... Baudelaire, pardon, je vous coupe François, excusez-moi. Si vous lisez par exemple les journaux, les carnets intimes de Baudelaire, vous voyez que c'est tout à fait inacceptable aujourd'hui. On publierait ça aujourd'hui. On parle des fusées, voilà, de Mon cœur Musani, les textes phénoménaux de Baudelaire. Ah, c'est prodigieux, mais... Ouais. C'est des textes qui vous foudroient sur place. Hein. Foudroient sur place, et je pense qu'aujourd'hui, ça irait au tribunal. Oui, de toute façon même, il ne pourrait le faire paraître que voilà. de manière posthume, et encore. Hein. Oui, exactement. Mais simplement, si j'insiste autant là-dessus, c'est qu'il me semble que à notre époque, les sujets sont incommensurablement plus riches. Hein. Le wokisme, le racialisme, l'indigénisme, le néoprogressisme, le néo-post-féminisme, hein. La théorie du genre. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais enfin, tout ça s'est rassemblé quand même sous un label qui est le wokisme. Et ce que vous évoquez, c'est des petites sections. Je suis d'accord avec vous. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est planétaire et avec des moyens que n'avaient pas probablement les journalistes de l'époque de Flaubert. Donc effectivement, vous avez à peu près la moitié des universités occidentales, sinon les 2/3, qui sont convertis au wokisme. La presse, n'en parlant pas, c'est pareil. Là, effectivement, on a affaire à une vague de fond qui est considérable. Mais je me méfie d'abord de l'effet de mode qu'il y a là-dedans. Et deuxièmement, ce qui m'inquiète le plus que la mode, c'est que tout ceci est lié à la sexualité. C'est-à-dire que le fer de lance du wokisme, c'est l'homosexualité, disons bien les choses comme elles sont. Or, l'homosexualité est à l'heure actuelle, comme dirait Giscard d'Estaing, lieu commun, vous voyez, le lobby le plus puissant parce que international. Il ne s'agit pas pour moi de juger ou de ne pas juger, le problème n'est pas là. Je vois qu'il y a un lobbying homosexuel un peu partout qui fait qu'il est difficile de s'attaquer à ce problème parce que vous risquez de blesser des individus et non plus une idéologie. Et pourtant, il y a une idéologie aussi homosexuelle qui fait partie du wokisme. Vous voyez, c'est extrêmement difficile, complexe et ambigu. D'accord, il y a également l'indigénisme. Alors l'indigénisme, c'est pareil, nous sommes dans la culpabilisation de l'Occident à 100%. Je lisais il y a 2 jours qu'un historien noir prétendait que l'esclavage des Noirs par les Arabes était moins important et moins, donc plus excusable que l'esclavage des Noirs par les Blancs, vous voyez. C'était Taubira, ça. Du reste, pour rester sur ce sujet-là, vous avez un lieu commun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Cléopâtre était noire, hein, ou Cléopâtre est noire. Hein. Qui a des prolongements actuels, parce que si vous me permettez, le moteur de recherche, le générateur d'images d'intelligence artificielle de Google, Gemini, nous a montré qu'en effet, non seulement Cléopâtre est noire, mais Hitler était noir aussi. Le pape Pie X, Pie X, Pie XI, Pie XII, le pape François est noir. Hein. Les soldats allemands de la Deuxième Guerre mondiale sont noirs. Hein. Moi, je suis noir. Voilà, je suis noir. Cléopâtre est noire, c'était vraiment le parfait comme image. Disney, je crois que c'est Disney ou Netflix, enfin un des deux, a décrété qu'on ne pouvait pas exclure cette reine de la négritude, donc faisons-en une noire. Simplement, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les Égyptiens, quand même elle était égyptienne, ne supportent pas ça, parce que pour eux, les Égyptiens ne sont pas des Noirs, ce sont des Arabes. Donc c'est une offense. Hein. Ah mais véritablement. Et ils se sont avisés, je crois qu'il y a eu une exposition, je ne sais plus où, en Hollande, qui s'était avisée de faire Nefertiti, elle aussi, dont on voit bien quand même au musée de Berlin que ce n'est pas une noire, que c'est une femme sublimement blanche, donc ils l'ont négrifiée, si je puis employer ce néologisme, et les Égyptiens ont coupé les vivres de cette association qui avait organisé l'exposition. Donc vous voyez, là on n'est pas entre blanc et noir, là on est entre Égyptiens et Disney, et le wokisme, etc. Entre deux minorités, pour nous, vu sous le prisme du wokisme. Sous le prisme du wokisme. Exactement. Hein. Donc, si vous voulez, les Égyptiens ont parfaitement raison. Ils disent, nous sommes Égyptiens, donc nous sommes maîtres de notre destin, donc les Cléopâtres n'étaient pas noirs. Point final. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de tripatouiller la réalité de la même façon qu'on tripatouille les gènes, vous voyez, et que les lieux communs en partie liés avec cette métamorphose, cette réalité de remplacement qu'on essaie de mettre en place, qu'on met en place d'ailleurs, à grands frais, mais ça marche. Il y a du reste, il y en a 300 lieux communs. Il pourrait y en avoir 3000, mais 300 c'est déjà beaucoup. Hein. C'est assez exhaustif, c'est un échantillage
échantillonnage assez exhaustif. Il y a un lieu commun que vous traitez, c'est la question du prénom. Le prénom a été modifié. Et quand j'ai lu l'entrée, le prénom a été modifié, donc c'est une entrée d'un nouveau lieu commun que vous épinglez, c'est que c'est l'univers qui a été remplacé. C'est l'homme qui a été remplacé par la femme, c'est le blanc qui est remplacé par le noir. Tout a été remplacé. On est vraiment dans l'univers du faux. Absolument. À partir du moment où vous faites disparaître le mâle blanc hétérosexuel et si possible catholique ou juif, là, nous disent ces gens-là, nous respirons beaucoup mieux, nous sommes dans une réalité transformée et nous respirons beaucoup mieux puisqu'il n'y en a plus le méchant qui... Vous voyez ? Et ça marche. Le problème, c'est que ça marche. Est-ce que vous diriez du lieu commun que c'est presque l'inconscient collectif d'une société qui nous traverse Oui, il y a quelque chose de ça, effectivement. Oui. Donc si on veut savoir quelle est la racine presque, je ne veux pas dire religieuse, mais ça a quasiment une dimension religieuse. Je parlais d'anti-idéal, ce sera du reste une de mes questions, puisque Léon Bloy, je le rappelle, mais comme vous, fait une exégèse des lieux communs. Vous faites non seulement une exégèse, donc il y a une dimension religieuse, de l'herméneutique religieuse, mais ensuite, après le lieu commun, il y a l'exorcisation. L'exorcisme, oui. Le catholique que je suis a besoin de voir là où Satan agit. Donc il agit partout en ce moment, parce que tout ça, pour moi, il y a deux lectures. Il y a cette lecture anthropologique du lieu commun avec l'idéologie et tout ça, mais il y a aussi derrière un satanisme qui s'exerce. Et effectivement, l'exégèse et l'exorcisme vont de pair pour moi. L'exégèse, c'est dans le langage, l'exorcisme aussi, mais je vous dis... Par exemple, nous ne sommes pas loin ici de la station de RER. 6e arrondissement. 6e arrondissement, la station de RER, Luxembourg. Vous descendez dans cette station, vous avez une gigantesque photo sur le mur qui doit 50 mètres sur 30 mètres de surface. Regardez bien la pixelisation de cette photo gigantesque. Qu'est-ce que vous apercevez ? Une sorte de mouche gigantesque. Et j'étais avec une amie l'autre soir, je dis, regarde, le Seigneur des mouches est là. Et effectivement, c'est un côté terrifiant, un côté satanique. On va me dire que je délire, je ne délire pas du tout, parce que les signes m'occupent depuis toujours. Les signes photographiques, les signes écrits, tous les signes m'intéressent. Vous voyez, pardon, on est dans un monde, me semble-t-il, où le langage est en train d'être épuré. Et la meilleure manière d'épurer le langage, c'est d'enlever les mots qui ne plaisent pas. Par exemple, le mot race est épouvantable, donc on l'enlève, même si les autres races revendiquent leur... Oui. Les lieux communs triomphent parce que c'est du prêt-à-penser aussi très facile. Et la religiosité, et non pas la religion, se cache derrière tout ça. Et quand on parle de religiosité et d'idéologie, je vous dis, le Satan n'est pas très très loin lui non plus. Léon Bloy ne me contredirait pas non plus, là, vous voyez. Donc, ni non plus Orwell, si vous me permettez, avec la question de la novlangue. Orwell, bien sûr, mais je pense que Orwell disait, et ça, vous faites bien de me le rappeler, Orwell disait, à partir du moment où la langue se déconstruit, non pas est déconstruite, mais se déconstruit, se délite, tous les totalitarismes pointent leur nez. Et effectivement, c'est très facile. Regardez, l'éducation nationale n'enseigne plus le français, n'enseigne plus rien d'ailleurs, mais notamment le français. Donc, ces élèves qui arrivent au bac sans savoir l'orthographe ni rien du tout, sont parlés par les médias. Et quelle est la meilleure façon de parler, de faire parler ou d'être parlé? C'est d'utiliser le commun. C'est-à-dire ces réflexes psittacistes, c'est-à-dire de perroquets, par lesquels on répète ce qu'on entend. Qui sont les vrais maîtres de la langue aujourd'hui? Ce sont les journalistes, les publicitaires notamment. Vous voyez, donc je refuse, moi, que le monde dans lequel je vis soit aux mains des publicitaires. Pour moi, c'est une offense majeure. Mais comment naît le lieu commun? Vous voulez dire par là que il naît au cœur du journalisme, il naît au cœur de... Le prénom a été modifié, c'est au cœur du journalisme. On va en trouver plein. On vous dit tout sur, j'ouvre au hasard, oui. On vous dit tout sur formule journalistique, on vous dit tout sur les coulisses de... Parce qu'il y a la réalité, mais comme ça ne marche pas très bien, la réalité, disons, imprimée ou filmée,
on donne les coulisses on vous dit tout sur, donc les coulisses comme si la vérité avait besoin de cette probation par les coulisses pour être plus réelle, vous voyez ? Un autre journalistique que je cite, qui est dans le livre, l'information sans concession. Voilà, dès que vous avez ça, vous êtes sûr que c'est soumis au consensus. Ouais. Sur la question grammaticale, développer un cancer, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est un lieu commun ? C'est une faute déjà de syntaxe, puisqu'on ne développe pas un cancer, un cancer se développe, vous voyez ? Donc attribuer quelque chose d'actif à un malade, tiens, j'ai développé mon cancer, je suis très content, vous voyez, je suis actif en ce moment, vous voyez, donc c'est ridicule et c'est offensant pour le malade, mais ça fait partie d'un monde un monde inclusif, donc qui dit monde inclusif dit totalitaire, bien sûr, où le malade est extrêmement actif. C'est comme quand on dit le malade, il s'est battu contre la maladie. Vous savez très bien que le malade ne se bat pas contre la maladie. Il l'a subi. Il l'a subi et c'est la médecine qui éventuellement peut... Oui. Autre terme, dans le dictionnaire, pardonnez-moi, dans le lieu commun. On aurait pu faire un dictionnaire d'ailleurs. Mais qui, à sa manière, est un dictionnaire, avec une charge idéologique considérable, c'est en transition. Tout est en transition aujourd'hui. Là encore, il y a un détournement initial du terme transition. Le mot transition était beau quand il relevait de la rhétorique, vous voyez, ou de la musique. Là, en transition, me fait penser plutôt à transit intestinal. Donc, de toute façon, notre société est une société de transit, de migrants, de nomades, de tout ce que vous voulez, tout ce qui est à la mode, tout ce qui fait partie de l'idéologie immédiate, et des lieux communs d'ailleurs, puisque le migrant lui-même est un lieu commun aujourd'hui. Donc la transition, c'est quand même quelque chose d'assez effrayant quand on l'applique à transformisme sexuel, parce que là, il y a des choses irréversibles, vous voyez. Au fond, le migrant peut traverser la Méditerranée et continuer, mais celui qui se transforme sexuellement ne peut pas revenir en arrière, enfin, sauf il rentre dans l'irréparable. Voilà, on est dans l'irréparable. Or, cette question de l'irréparable, cette question du définitif, ça déplaît fortement aussi à ces sociétés qui sont des sociétés de l'infini, de sans fin, de l'illimité. Vous voyez, tout ça, ça fait partie du vocabulaire de publicité. L'illimité, monotrophe, illimité, oui, tout ça. Vous voyez, on peut très vite faire une sorte de topologie, de topographie de ce système à travers les lieux communs. Vous voyez, on les trouve partout. Il suffit de les assembler, c'est une espèce de cube Rubik et vous avez les tacs. C'est un puzzle que vous assemblez complètement dans ces 300 lieux communs. Autre terme, dans le lieu commun, il y a énormément d'antiphrases, hein, on l'a un peu vu, énormément d'euphémisation aussi, puisqu'il faut raser, il faut édulcorer le réel, hein, c'est les tensions. Qui est au pluriel bien sûr, hein, les tensions dans les banlieues, les tensions dans la rue. En fait, tension veut dire émeute, tout simplement. Mais les émeutes, ça fait pas chic, parce que la presse internationale peut regarder ce qui se passe. Et en plus, ça fait mauvais genre pour les gouvernements qui sont inclusifs. Donc on parle de tension. Enfin, on parle de tension quand il s'agit de gauchistes ou d'immigrés. Parce que quand il s'agit de gens prétendus d'extrême droite, alors là, c'est des assauts, des attaques, tout ce que vous voulez. Donc, la grande figure dans les univers orwelliens, la grande figure de style, hein, dans 84, mais dans d'autres livres de George Orwell, c'est quand même l'antiphrase. Hein. C'est le bien, c'est le mal. Hein. Le beau, c'est le laid. Ça traverse aussi le livre, l'antiphrase. Hein. Oui, là, c'est beaucoup plus difficile à cerner, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien ce qui se passe. Décréter que quelqu'un est beau, c'est dangereux parce que, au fond, on voudrait que tout le monde soit beau, même les laids. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il est laid, ni quelqu'un qu'il est gros, parce que tout de suite on tombe dans ce qu'on appelle la grossophobie, vous voyez, ce genre de mots grotesques. Donc je retiens, ça aurait pu être un nom commun. L'antiphrase, oui, c'est très difficile à cerner. Il faudrait donner des exemples plus précis encore. Alors, comment vous avez fait pour réunir ces lieux communs? Et est-ce que, comme chez Flaubert, à un moment donné, il n'y a pas une sorte de dégoût qui s'empare de vous? Parce que vous l'avez dit au début, c'est Loge à cochon des Léon Blois, il appelait là où il vivait Cochon-sur-Marne. Flaubert est pris par des coliques, quand Madame Bovary meurt, hein, Flaubert vomit. Oui. Vomit de dégoût. Oui, bien sûr. Et
Si vous voulez, la bêtise ou le lieu commun fascine en un premier temps. C'est fascinant. Vous regardez par exemple la tête d'un journaliste, je ne regarde plus la télévision depuis 20 ans, mais vous regardez, je sais pas, Le Clésio parler, vous voyez, cet imbécile, c'est fascinant de lieu commun, parce que vous savez ce qu'il va dire, que les Blancs sont méchants, que les Indiens sont trop gentils, etc. Bon, mais deuxièmement, lorsque vous commencez à travailler dessus, c'est déjà plus difficile, parce que c'est un travail, disons, d'écriture, et ensuite, vous arrivez au stade de la nausée, parce que vous commencez à chercher autre chose que ce qui vous vient immédiatement à l'esprit. Donc vous commencez à regarder un peu la presse, vous commencez à écouter un peu la radio, ça devient difficile. Et là, vous avez très vite une nausée parce que ça n'en finit plus. Le problème des lieux communs, c'est que c'est infini, et que c'est comme la saleté, quoi. Je veux dire, c'est infini, ça n'en finit plus, quoi. Une question qui est embarrassante, me semble-t-il, hein, dans votre relation à Léon Bloy. Si je m'appuie sur Léon Bloy, parce que Léon Bloy écrit Le Désespéré, dont le personnage, c'est le grand roman de Bloy, hein, le Désespéré, dont le personnage central est qu'un marche noir, pas Abel, mais qu'un marche noir, grand texte. Hein. Quelle est la part de misanthropie chez Léon Bloy, chez Richard Millet, parce qu'il est toujours difficile d'assumer cette position du misanthrope, Alceste en l'occurrence. Hein. Rousseau était horrifié du miroir que lui avait tendu Molière, hein, à un siècle de distance. Hein. C'est une position qui est très difficile à assumer, la position du misanthrope qui juge, hein, de manière définitive, hein, les impasses du monde dans lequel il vit. Les impasses du monde, oui, mais pas celles forcément des individus. Disons que moi, j'ai toujours cette position, je déteste l'humanité, mais j'aime les individus. Je pense que c'est les individus qui sauvent l'humanité, si vous voulez, si tant est qu'elles doivent être sauvées, mais bon, ça c'est un autre problème. Baudelaire parlait aussi de la tyrannie de la face humaine, vous voyez, de laquelle il voulait échapper. Donc, souvenez-vous de Suran, la première chose que je fais quand je descends dans la rue, ce qui me vient à l'esprit, c'est extermination. Bon, tout ceci sont des hyperboles, n'est-ce pas ? C'est une position qui n'est pas si difficile que ça, je vous dis, à assumer, puisque personne ne va prétendre que les bains de foule sont quelque chose de... Non, loin de là, mais c'est plus facile, en tout cas pour moi, François Bousquier, d'être philinte. Si je prends la pièce de Molière, Le Misanthrope, hein, je suis plus aisément, commodément philinte parce que la sociabilité m'intéresse, parce que j'aime aller voir les gens, plutôt que de fuir. Je trouve que c'est une position qui est très dure à assumer, cette position-là, celle d'Alceste. Alceste, oui, mais... Alceste a un côté nietzschéen, disons, un côté kierkegaardien, vous voyez, un côté comme ça. Il assume sa douleur, il assume sa souffrance, sa solitude. En même temps, bon, la position d'Alceste est extrêmement intéressante parce qu'il y a son affaire avec, comment elle s'appelle, Célimène, n'est-ce pas ? Il y a les femmes. Donc il y a le côté des femmes. Alors les femmes sont le gros problème des misanthropes. Chez vous aussi, je sais pas si Oui. Mais les femmes sont le gros problème des misanthropes. Comment peut-on détester l'humanité en incluant les femmes ? Donc il faudrait dire « je déteste l'humanité, excepté les femmes ». Sauf que les femmes aujourd'hui détestent, elles, la moitié de l'humanité qui est l'homme blanc, etc., etc. Vous voyez ? Bon, je joue beaucoup sur les mots en répondant, mais j'essaie de me défiler parce que c'est très difficile de dire « oui, je suis misanthrope », mais regardez, je suis là avec des gens très sympathiques et ça pose aucun problème. Évidemment que ça pose aucun problème. La misanthropie n'est pas quelque chose, disons, c'est pas d'abord une idéologie, ce n'est pas non plus... Je pense d'abord c'est un tempérament, je crois, avant d'être une réflexion. C'est un tempérament, oui, mais bon, le misanthrope, au fond, est l'homme le plus doux du monde, comme disait Rousseau. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il n'aime pas, au fond, les nuisances que lui apportent les autres. Mais à partir du moment où l'autre ne me gêne pas, je n'ai aucune raison de le haïr. Il se trouve que l'humanité, le petit bourgeois planétaire, est de plus en plus vulgaire et inculte et tout ça. Donc, les raisons de le haïr, en tant que l'humanité se résume, si vous voulez, presque exclusivement dans le petit bourgeois planétaire, effectivement, là,
comment ne pas être misanthrope. Mais c'est quoi ce petit bourgeois planétaire? J'arrive pas, à me le matérialiser. Ah, et pourtant, Parce que ouvrez la porte, si vous vous me allez voir, permettez, regardez, il passe, là il fait du jogging en ce moment dans le Luxembourg, vous voyez, tout à l'heure je voyais passer avec des Nike et une petite bedaine, là je vois avec madame... peut-être que c'était moi. Non, pas du tout, non, vous n'avez pas le... Parce qu'il y a aussi une expression de satisfaction bête sur son visage qui rejoint Homais, vous voyez. Le petit bourgeois planétaire, au fond, est quelqu'un d'aigri mais de progressiste. Vous voyez, c'est quelqu'un de moral mais de veule. C'est quelqu'un qui croit au progrès mais qui, au fond, est un réactionnaire absolu. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui boit chaque matin son smoothies avec des lieux communs. Vous voyez, donc c'est ça le petit bourgeois planétaire. Jean, c'est l'américain moyen qui a conquis le monde. Mais peut-être nous-mêmes. Hein. Mais j'essaie d'échapper. En fait, je ne suis pas en train de donner des leçons. Je veux dire, moi-même, j'essaie constamment d'échapper aux lieux communs, parce que les lieux communs nous traversent constamment. Nous aspirent, voilà. traversent. Certains peuvent nous séduire. Vous voyez ? Ouais. Et quelle est la différence entre le lieu commun, le poncif et le proverbe? Le proverbe, c'est quelque chose, disons, le lieu commun a une durée de vie bien moindre que le proverbe. Le proverbe fait partie plutôt de la sagesse des nations, disons, voire de la Bible. Le dicton serait, disons, la version très populaire du proverbe. Le poncif est plutôt quelque chose de littéraire, disons. Baudelaire disait, le poncif, c'est le génie. Créer un poncif, c'est le génie. Effectivement, Guillaume Musso crée du poncif, donc c'est un génie puisqu'il vend beaucoup. Vous voyez, donc c'est ça que voulait dire Baudelaire. D'accord, ouais. Il y a un personnage avec lequel je trouve vous être très injuste, hein, c'est Michel Audiard. Hein. Vous lui envoyez une petite... vous écornez Audiard. Or, Audiard ne relève-t-il pas justement de ce vieux fond de sagesse populaire, hein? Est-ce qu'un Audiard ne montre pas la vitalité d'un peuple qui est encore capable de concevoir sa propre vision du monde, hein? Je ne crois pas que je me moque d'Audiard. Je me moque d'une expression dispersée façon puzzle, qui est dans les Tontons Flingueurs, et la façon dont on reprend cette expression qui est devenue un lieu commun. Ça n'a rien au fond à voir avec Audiard. Mais il y a aujourd'hui une telle inculture qui fait que Audiard est devenu l'équivalent de Chamfort, si vous voulez, ou de, vous voyez, La Rochefoucauld. C'est ça qui me gêne, c'est pas Audiard en soi. Audiard, c'est un bon dialoguiste avec des choses amusantes, très amusantes. Mais il montre la vitalité d'un peuple, hein, qui est capable de forger des proverbes, Je critique pas ça. Je critique l'usage qu'aujourd'hui, on dirait quand même mort il y a 40 ou 50 ans. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on fait de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est tout. C'est cette expression qui est reprise sans cesse par les journalistes. On a vu machin, il était dispersé façon puzzle. Ça va, c'est un lieu commun. Oui, les Tontons Flingueurs, mais c'est rentré dans la mémoire collective, hein, comme les proverbes. Hein. Oui, bien sûr. Quand c'est dans la mémoire collective, ça me gêne pas. Quand c'est dans le discours journalistique, ça me gêne. On a tendance, l'émission arrive à sa fin, on a tendance à confondre le salubre et le salutaire. Hein. Le salubre, c'est ce qui est sain, utile à la santé. Et je trouve que c'est un livre qui est salubre, hein, parce qu'il est utile pour notre santé mentale. Hein. Et le salutaire, qui n'est pas le salubre. Hein. Le salutaire, c'est l'économie du salut. Parce qu'on va faire notre salut ou pas. Salut religieux, salut poétique, que sais-je. Hein. Et c'est un livre qui est aussi salutaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que c'est à la fois salubre, donc boyen, parce que Léon Bloy nettoie les écuries d'Augias, hein, mais également salutaire, parce que Léon Bloy fait une exégèse, également un exorcisme de cette bêtise qui l'envahit et qui nous envahit. En tout cas, c'est pas à moi de le dire, parce que je serais bien prétentieux, mais si vous lisez les lieux communs de Bloy, vous apercevez que 100 ans après, ils sont d'actualité. Changer quelques petites choses, mais ça nous parle toujours énormément. D'ailleurs, c'est son livre le plus réédité, le plus souvent réédité. Ouais. Donc c'est un livre
salutaire, nécessaire, enfin pas le mien, celui de Boulin, vous voyez. Salutaire et salubre. Hein. Et salubre aussi. Oui. Puisqu'en effet, il a donné naissance à l'œuvre de Jacques Ellul, enfin un bouquin de Jacques Ellul qui s'appelle La nouvelle exégèse des lieux communs, et puis également au vôtre, Nouveau lieu commun. Un lieu commun pour finir, cher Richard Millet, que vous pointez, que vous épinglez, c'est merci de votre écoute. Hein. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce lieu commun? Merci de votre écoute. Hein. Je n'aurais rien à dire si c'était pas quelque chose qui était envahissant dans les messages de la RTP. Mais si vous écoutez bien le langage, parce qu'au fond, aujourd'hui, avec les lieux communs, avec l'inculture, on n'écoute plus le langage, on n'est plus conscient de rien. L'écoute a remplacé ce qu'on entendait il y a 10 ans dans la même formulation, qui était « merci de votre attention ». Alors l'attention et l'écoute ne sont pas tout à fait la même chose. Il y a une profondeur dans l'attention qu'il n'y a pas dans l'écoute. Il y a une passivité dans l'écoute, vous voyez, qui en dit bien long sur notre société. Oui. Tout est dit dans ce... Alors, donc, mais merci de votre attention, cher Richard.